Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire mon bilan de lecture, moitié, il y a une par janvier, une par février. C'est des livres que je vous avais pas encore chroniqués et normalement après ça on sera vraiment à jour au niveau des bilans de lecture. Je vais commencer par les plus anciens, c'est-à-dire ceux que je vous ai pas fait en janvier et donc pas non plus en février. Le premier c'est le tome 3 de Onyx Storm, je crois que je vous ai donné mon avis pendant la lecture. Et je sais plus si je vous avais fait un bilan vraiment à la fin de celui-ci. Alors on continue dans les aventures avec Violette et Xaden et aussi tout le groupe de cavaliers, mais pas que. On s'est arrêté où ils venaient d'apprendre quelque chose d'assez important sur les dragons et il fallait qu'ils voyagent pour... il faut qu'ils voyagent en fait pour en apprendre plus sur cet élément. Il y a aussi des choses liées à Xaden et à leur combat en fait... sur ce groupe ennemi. J'essaye de pas trop donner de détails parce que si vous ne l'avez pas lu, bah, j'ai pas envie de vous spoiler. Concrètement, l'univers, les rebondissements, l'histoire, j'ai bien aimé, mais la plume m'a vraiment voilà, déstabilisée. Ça a été un gros problème pour cette lecture. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de coquilles, autant d'oublis ou de fautes en fait. Alors c'est pas forcément des fautes d'orthographe, mais c'est plus des fautes dans le sens où la traduction, on sent qu'il y a vraiment... la traduction est pauvre, je suis désolée, je préfère le dire comme ça. Alors pas dans tout le livre, mais il y a des passages, il y a des dialogues où on a l'impression que ça a été traduit mot pour mot et on comprend presque le sens de la phrase, mais c'est pas fluide en fait. Et ça m'a vraiment embêtée. Et carrément, de toute façon, je me procurerai la version anglaise. Parce que pour la suite, je ne le lirai plus en français, je pense. Mais dans tous les cas, voilà, les rebondissements sont là. Il y a peut-être 2-3 détails qui m'ont un peu chagrinée, surtout au niveau de la personnalité de Xaden. J'avais eu des échos déjà un petit peu par rapport à ça. Alors c'était pas autant que ce que je craignais, mais voilà, c'était juste, je pensais qu'ils auraient pu changer un petit peu sa manière à lui de voir les choses ou être un peu plus optimiste. Voilà, comme ça je vous en dis pas plus. Bon, ça reste une super série, mais il va falloir vous faire quelque chose, je pense, par rapport à la plume. Alors, en tout cas, par rapport à la traduction. Voilà, donc ça c'est mon avis pour l'histoire. De toute façon, je pense que je les relirai en anglais pour vraiment me faire une idée de la différence au niveau du speech, parce que c'est vraiment souvent l'écriture là qui me dérange dans cette série. Mais sinon, moi j'aime beaucoup et j'ai passé un très bon moment. Toujours en janvier, on a continué la série Le Dernier Conte, donc je vous avais parlé du tome 1 et du tome 2 dans mon bilan de janvier, et du coup on a lu le tome 3 là, pendant ce mois-ci, enfin à ce moment-là, pardon. Donc là on continue les aventures de Warren et Ariane. Comme je vous le disais dans ce bilan, en fait Warren a été emmené par Ariane dans son monde pour sauver la magie en fait des contes et éviter que la nuit tombe à jamais. Sauf que Warren il a pas vraiment l'étoffe d'un héros, il peut pas vraiment devenir le héros d'un nouveau conte. Donc ils vont se rencontrer plein de difficultés. Ce qui est bien, c'est qu'on en a aperçu vraiment de plein de contes de fées différents avec une version qu'on ne connaît pas. Et il y a vraiment une prise de conscience un petit peu de la manière dont les contes sont tournés. Oui, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, mais en fait ça va plus loin que ça et c'est pas toujours le cas aussi. Et il y a vraiment un côté un peu plus terre à terre, un peu plus humain pour le coup, pas le côté conte de fées, paillettes et compagnie. Donc j'ai bien aimé. Dans ce tome 3, ça évolue encore un petit peu. Il y a des rebondissements liés à Warren, ce qui m'a fait plaisir parce qu'on était resté un petit peu sur notre fin à la fin du tome 2. Là, au vu de la couverture, on devine aisément les contes dont on va nous parler, et c'est bien ces contes-là. Sinon, j'ai bien aimé, il y a pas mal de personnages qui reviennent dans notre histoire. Il y a eu un petit retournement de situation auquel je m'attendais, mais je l'ai vu venir 1 ou 2 chapitres avant. Donc c'est pas non plus hyper prévisible. Mais sinon ça rajoute un petit peps à l'histoire, donc je suis contente. La relation de Warren et Ariane, elle évolue toujours tranquillement.
ils prennent connaissance voilà, de leurs sentiments, mais je pense que c'est dans le quatrième et dernier tome que ça va vraiment évoluer, faire un bond. Après, encore une fois, la romance c'est pas du tout le sujet principal en fait de cette série. Il y a vraiment plein de valeurs qu'elle a voulu transmettre, et du coup ouais, c'est plutôt chouette. Donc j'ai hâte de lire enfin le quatrième volume, on le lit ce mois-ci. Donc du coup ça va être la découverte. Mais franchement cette série là, si vous la connaissez pas, allez-y, parce que bah là on est au troisième tome et on adore toujours autant. Alors c'est vraiment, ça commence doucement pour les 30 premières pages et après vous êtes dedans et vous avez du mal à la lâcher. Et franchement trop bien. Et elle en a fait un autre, Alexiane Thiel. Elle va en faire un autre, excusez-moi, il y en a un qui va sortir d'elle. Je sais plus de quoi ça parle, je crois que c'est sur les vampires mais je suis pas sûre. En tout cas, je l'ai vu passer dans mes bons de nouveautés et j'ai vraiment hâte de voir sa nouvelle intention. Ça a l'air d'être une nouvelle série. On passe ensuite à une lecture commune de février qui m'a beaucoup plu. Je m'y attendais pas trop pour le coup. Oui, c'est bien février, j'ai un doute d'un coup, mais je crois que oui, c'est février. C'est ce qu'on pourrait lire dans nos lectures communes. Voilà, l'un des genres c'était les romans policiers et j'ai pu sortir un livre de ma palle. J'étais trop contente. C'est La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulixi aux éditions Game Master. C'était trop bien. Franchement, c'est typiquement, vous savez, le genre de livre où vous ne le sortez pas de votre palle pendant des mois et quand vous le sortez, vous vous dites mais pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Là, ça se compte en années de mon côté, mais franchement, très très belle lecture, très belle découverte. La librairie des chats noirs, on est dans une... on va suivre, en fait, vous avez un côté enquête quand même, vous avez le côté un peu roman policier, vous avez le premier chapitre, on nous expose voilà, le crime, ce qui est en train de se dérouler. Le chapitre suivant, on a notre personnage principal qui est Marzio Montecristo, qui est notre personnage principal, qui est un libraire passionné en fait de romans policiers, qui tient une librairie spécialisée dans le polar, et c'est vraiment le libraire un peu bougon, vraiment un peu hirsute, un peu dans son caractère, et qui est par contre qui est adorable, qui a un cœur en or évidemment. Mais qui est un peu brut de découvrage, faut le dire, et qui a aucune patience avec les clients, en tout cas certains clients. Et ce libraire, en fait, il a déjà été appelé par la police pour résoudre un cold case, parce que dans sa librairie, ils ont un club de lecture avec que des passionnés de polar, et comme il a une amie à lui policière, sur un coup de bluff, voilà, ils se sont dit bah tiens, on peut résoudre aussi une affaire, vous en faites pas. Donc ils ont résolu un jour un cold case, et là pour cette nouvelle affaire, plus ça avance en fait et plus ils ont du mal à trouver le coupable. Et du coup ils demandent au club de lecture d'enquêter un petit peu aussi avec eux. Alors bien sûr il y a un lien, parce qu'en fait Marzio va être lié à une des victimes, en tout cas une victime voilà, qui va échapper au tueur, et du coup bah, ça va le relier un tout petit peu en fait à l'enquête, il va avoir un petit lien, mais pas plus que ça, là ça vous spoil pas du tout. Et du coup ils vont enquêter, et ce que j'ai bien aimé c'est que même si on est avec eux pendant l'enquête, même si on voit un petit peu le cheminement de pensée, les petits indices, et ben quand ils nous disent ok c'est lui, on tombe quand même par terre. C'est vraiment, on le voit pas venir. La plume est très bien, elle est bien rythmée je trouve. On est un peu contrebalancé par des descriptions, par en fait ce qui se passe dans le policier. Et en même temps, les passages à la librairie où Marzio il a aucune patience avec des clientes, et c'est trop drôle, vraiment il y a les clichés du métier de libraire, que ce soit pour des demandes. La première elle m'a fait très rire parce que c'est une dame qui vient et qui veut des photocopies, et entre parenthèses c'est une demande qu'on a souvent en librairie et qui est un peu frustrante, qui est même énervante parce qu'on fait pas de photocopies quoi, c'est vraiment pas... Donc voilà, c'est vraiment les clichés un peu du métier de libraire, et on le retrouve dedans, et Marzio le prend très bien à la sauce Marzio. Et j'ai bien aimé aussi la manière dont il a discuté avec sa collègue, comment elle rattrape un peu ses bourbes. Non franchement c'est très très bien, et pour le coup la plume est géniale. C'est léger et en même temps c'est bien écrit, il y a vraiment pas mal d'éléments, et beaucoup de retournements de situation, et surtout on en a un juste à la dernière page. Donc ça je l'ai pas vu venir, c'est vraiment chouette. J'ai passé un très très bon moment. Je pense clairement que je vais lire la suite. Il y en a un qui vient de sortir. Je crois que c'est La librairie en croisière. Enfin on retrouve Mario et donc les deux chats, parce qu'il y a deux chats noirs en fait dans la librairie, qui partent sur une croisière, et il va y avoir un crime. Et du coup on va enquêter là-dessus avec lui. Donc je pense que je la lirai parce que celui-là ça a été vraiment... J'ai bien aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment,
Et il y a le côté policier plus accessible dans le sens moins trash, moins sombre, moins gore, moins psychologique, tout en apportant quelque chose de nouveau. On n'est pas sur un cadre trop classique avec un enquêteur, les crimes, les indices, point. Là il y a vraiment une petite touche un peu plus de subtilité avec une pointe d'humour que j'ai bien aimé. Et franchement je vous le recommande si vous cherchez un polar pour cet été, il vient juste de sortir en poche, c'est chez Totem. Et franchement ça a été la grosse surprise. Donc ça c'était pour les lectures communes. Et je vais passer à deux lectures que j'ai beaucoup aimées, que j'ai mis un peu de temps à lire, mais qui sont vraiment belles. Il y en a une, c'est un gros coup de cœur, c'est A Harvest of Art d'Andrea Im aux éditions Élégie. Que voici, que j'avais mis un petit peu de temps à lire parce que franchement ça faisait partie de mes lectures du Cold Winter Challenge que j'ai un peu tardé et je l'ai enfin fini et franchement j'aurais dû la lire plus tôt. J'ai retardé mais en même temps voilà, je suis tombée au bon moment pour la lire. Vous avez vu passer de toute façon ma chronique je pense sur Instagram, on est sur un livre qui reprend tout ce qu'on aime dans le château ambulant de Miyazaki sans en faire une copie. Et tout est dans un livre. Franchement c'est magnifique. On suit Fausse qui est on est dans un univers un petit peu pas moderne, un côté un peu médiéval, un petit peu petite bourgade, très campagnard, voilà, très sympa, dans un royaume où on trouve de la magie, où il y a des sorcières. Et ces sorcières, on apprend de la part de Fausse, qui est notre personnage principal, que régulièrement elles viennent dans son village faire des petites emplettes et dérober des petits bouts de cœur comme ça en regardant les gens. Et des fois elles emportent une pauvre victime pour lui prendre totalement son cœur. Alors la personne revient mais on sent que c'est une coquille vide en fait. Et un jour dans le village de Fausse vient un sorcier, grosse première, qui va accrocher son regard et elle sent qu'il lui a fait quelque chose. Et elle sent voilà, que son cœur n'est plus entier, qu'il lui manque une partie, parce qu'en fait les cœurs alimentent la magie pour la sorcellerie. Et elle est un peu tiraillée et du coup elle décide de suivre la trace du sorcier guidée par un peu les élans de son cœur. Ça a l'air très romantique dit comme ça mais en fait c'est douloureux. Et en fait elle se retrouve devant une espèce de grande maison. Alors j'ai eu du mal à vraiment la voir pour le coup au niveau de la description. C'est une sorte de maison qui cache un peu son jeu. Déjà il y a un sortilège. Et quand elle rentre dedans, déjà c'est un peu étrange parce que la maison, elle a l'air d'être habitée par sa propre pensée. Elle bouge, elle craque, elle respire. Il y a vraiment ce côté d'être humain. Et elle se présente devant le sorcier et là elle craque parce que même si elle est sous le coup d'un sortilège, donc elle a du mal vraiment à le haïr quand elle a les yeux sur lui. Et le premier truc qui lui vient pour se justifier de sa présence, c'est qu'elle est sa nouvelle femme de ménage. Et en effet, le manoir est dans un bazar monstre, il y a vraiment tout à cliner. Moi j'ai revu Sophie qui rentrait dans le château ambulant et il y avait c'était sale, il y avait de la vaisselle partout, là typiquement c'était ça. Et du coup la voilà à faire le ménage. Lui il sent pas, voilà, il se dit c'est la maison qui l'a fait venir parce que la maison du coup a vraiment sa volonté propre. Il se dit ok elle est là pour ça. Et du coup elle commence à faire, elle va à la cuisine, elle commence à faire son petit bout de chemin, elle va rencontrer un chat qui vit aussi dans ce manoir et qui va commencer à parler avec elle. Donc ils vont devenir amis et elle son objectif c'est de chercher son cœur, vraiment de chercher le morceau qui lui a dérobé. Elle sait pas trop à quoi ça ressemble, elle sait pas à quoi s'attendre, mais voilà elle fait ses recherches et en parallèle ils vont commencer à discuter, elle et le sorcier, ils vont apprendre à se connaître, va y avoir vraiment voilà, un échange, elle va essayer de découvrir un petit peu plus le monde de la sorcellerie et surtout mais pourquoi un sorcier, parce que de base il n'y avait que des sorcières. Et du coup on tombe dans un univers voilà, où il y a un complot au niveau du royaume, c'est vraiment bien mené, c'est un volume. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a quand même une petite romance, ça reste une romantaisie mais une romantaisie douce et en fait c'est pas le sujet principal du récit encore une fois. Même si les cœurs sont au cœur du récit, on n'est pas sur ce côté eau de rose vraiment magique, vraiment les sentiments ou autres. Il n'y a pas de scène explicite, il y en a une mais c'est pas, d'ailleurs c'est plus poétique que explicite pour le coup. Et c'est vraiment bien ficelé, on a vraiment plein d'éléments qu'on retrouve dans des choses chaleureuses ou réconfortantes. Il y a pas mal de péripéties. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que Fausse, notre personnage principal, dès le début on n'a pas une description typique des personnages principaux féminins. C'est-à-dire que Fausse elle nous apprend qu'elle se trouve très moche, elle dit elle n'a pas une beauté éclatante comme la plupart des filles du village. Alors elle se décrit, elle dit qu'elle est rousse, tache de rousseur, un petit peu enrobée, en plus elle travaille à la boucherie avec son père donc elle a toujours une allure un petit peu essoufflée, un peu transpirante, donc elle
elle le dit, elle dit je me trouve pas attirante pour qui que ce soit, et c'est ça qui l'a toujours un peu protégée, elle trouve. Mais plus elle prend confiance en elle, et plus elle va se trouver belle en fait, s'accepter comme elle est, et même se révéler plus jolie qu'elle ne le croyait. Et j'ai bien aimé cet aspect-là du personnage, parce que ça cassait le côté... souvent on a un personnage féminin qui est très bien décrit de la part du héros, mais il n'y a pas de prise de conscience de la part de l'héroïne. Je trouve il n'y a pas ce côté bah non, moi je suis comme ça, tu dis des bêtises, ou il n'y a pas ce côté un peu complexe ou autre. Il y a moins cette fragilité qu'on a dans ce caractère, et du coup j'ai bien aimé avoir le personnage de Fausse, qui est un personnage très simple en fait, et très naturel, et qui nous séduit tout de suite. Et pour le coup, alors c'est un petit pavé, hein, on est sur du 415 pages, mais il se lit très bien, et franchement si vous cherchiez une histoire un petit peu voilà, douce, réconfortante, et encore une fois avec un bon clin d'œil du château ambulant de Miyazaki, foncez parce que celui-ci ça va vous plaire. Mon autre lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est Forest of Heart de Emma Kuzniar aux éditions c'est collection R. Donc ça c'est l'épreuve non corrigée, ça c'est la vraie couverture, enfin la couverture finale. Et Forest of Heart, ça a été une lecture un peu mitigée dans le sens où il y a eu plein d'émotions différentes. J'ai commencé le livre et je me suis dit ah ouais, c'est trop bien pour le coup. On est sur une réécriture un petit peu sombre de Blanche-Neige, enfin carrément plus sombre, où Blanche-Neige vient d'un royaume, on est vraiment dans de la fantaisie à fond au niveau des mots, de l'univers qui a été travaillé. Blanche-Neige vient d'un royaume où ils ont toujours vécu entourés de dragons ou d'autres créatures, et un jour sa belle-mère, parce qu'elle a toujours vécu un peu avec sa belle-mère, va vouloir reprendre cette magie, va causer un chaos monstre, et va surtout chasser en fait Blanche-Neige en lui lançant une malédiction, une terrible malédiction. Et on apprend dès les premières pages que cette malédiction, elle fait quelque chose sur le corps de Blanche-Neige et le cœur aussi, mais elle va la pousser en fait à commettre des crimes, notamment à dévorer 7 cœurs. Et dès le début, voilà, Blanche-Neige nous l'explique, c'est un petit peu mentionné dans le résumé, donc je vous spoil quasiment rien. Et en fait, on découvre Blanche-Neige déjà qui se fait pas appeler du tout comme ça, qui s'est réfugiée dans l'une des forêts les plus obscures et les plus dangereuses du royaume, et qui vit dans un espèce de petit chalet abandonné, et qui essaye de survivre tant qu'elle peut. Sauf que dans cette forêt, on trouve toutes les créatures magiques qui ont fui en fait la purge de la belle-mère, et qui se sont regroupées là. Donc il y en a qui sont vraiment très, très dangereuses. Et un jour, un soir, elle va entendre du bruit dans la forêt, elle va découvrir qu'un jeune homme est blessé et est en train de se faire attaquer. Elle va le sauver, et là ça va changer tout son univers. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait cette proposition entre Blanche-Neige et le chasseur, et en fait on a pris un virage à 180 pendant le récit, où on n'est plus vraiment avec le chasseur. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais j'aime bien, et en même temps je suis légèrement déçue parce que je m'imaginais vraiment rester dans le cadre Blanche-Neige et le chasseur, chasseur typique en fait, pas le petit bonus et l'univers qui va avec. Mais le revirement est très bien aussi, ça nous emmène dans un autre style, un autre univers, quelque chose qui est plus proche des contes et des légendes. J'essaie de pas trop vous en dire, je suis désolée. Et j'ai bien aimé parce qu'on a vraiment ce soulèvement après de la part de Blanche-Neige qui a un objectif lié à sa belle-mère quand même, qui veut se venger de cette malédiction. Et du coup on a tout ce lien aussi assez fort d'une belle-mère plutôt avec sa fille. Tout ce qu'elles ont pu traverser. Il y a une facette de la belle-mère qu'on voit un petit peu parce qu'on n'est pas du tout en fait avec la belle-mère pendant le récit, donc on entrevoit des petites choses et on sent qu'il va y avoir quelque chose à creuser sur la personnalité de la belle-mère. On reste surtout avec Blanche-Neige qui a un caractère assez bien trempé pour le coup, il y a pas mal de choses qui nous sont décrites sur elle. Je trouve que ça reste légèrement cliché par rapport à la Blanche-Neige qu'on connaît, ça reste habituel pour le coup, la peau d'albâtre et compagnie. Ils ont légèrement revisité le switch en fait de son apparence par rapport, enfin c'est pas sa belle-mère, c'est sa mère, excusez-moi, c'est vraiment sa mère. Du coup ils ont revisité un petit peu pourquoi elle a cette apparence là, donc ça c'était vraiment sympa. Et après en fait on a vraiment cette réécriture de Blanche-Neige mais qui a pris un revirement par rapport à l'essence un petit peu du conte et à son lien avec d'autres légendes ou d'autres mythes. Et j'ai bien aimé pour le coup, il y a un côté dur, un côté plus sombre mais qui rajoute assez de force au récit. La plume est super, il y a vraiment par contre un truc qui m'a dérangé, c'est que
je trouve ça manque de fluidité et j'ai vérifié dans la version finale et c'est la même chose. Parce que ça aurait pu être juste l'épreuve non corrigée et que la version finale ils aient rechangé un peu ça. Ce que j'aime pas dans le récit, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'on a une romance, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose entre eux, vous avez donc la description de leurs échanges amoureux ou physiques, et en fait la ligne qui suit, on est le lendemain. Enfin, il y a vraiment ce côté, il n'y a pas vous savez, d'espace avec une petite image pour dire allez, on change légèrement de temps ou on est quelques heures plus tard ou quoi que ce soit. Non, c'est sur la même page, c'est à suivre, c'est le paragraphe qui suit et on a l'impression de tourner la tête, quoi. C'est vraiment. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça nous coupe dans l'ambiance qui avait été mise en place et, ça dérange vraiment au niveau de la lecture et ça fait ça à plusieurs endroits. Vraiment, à chaque fois c'est comme si à chaque fois qu'il y avait une certaine intimité entre nos deux héros, l'auteur a changé d'avis en cours de route. Ça fait vraiment cette sensation-là. Pour le coup, c'est vraiment. Enfin, c'est dommage. Je dis pas qu'il faut à chaque fois des scènes explicites quand il y a de la romance, mais c'est vraiment dommage de carrément. C'est comme si on changeait vraiment de course en plein milieu de la lecture, quoi. C'est plus déstabilisant et déroutant qu'autre chose en fait. Donc ça c'est vraiment le gros défaut je dirais du roman. Après il est top, franchement c'est une super histoire, mais il y a ces passages là qui dérangent un petit peu et il y a ce revirement qui peut être qui peut être légèrement décevant si on se fait une idée d'un coup d'une intrigue et de quelque chose lié en fait au chasseur. Mais là l'autre proposition est très bien aussi. Et enfin voilà, ça c'était la petite découverte. Et normalement il y aura une suite parce que ça se finit sur une sacrée chute et un bon retournement de situation aussi. Donc je pense qu'il y aura une suite et je lirai la suite parce que franchement j'ai bien aimé la proposition et la manière dont le livre était présenté. Donc c'est tout pour ce petit mix de bilan. J'ai essayé de faire assez court parce que j'ai une autre vidéo là qui arrive que je vais vous tourner juste après, qui est plus axée sur la romance, donc mes dernières lectures de romance. Et il y en aura une sur la littérature asiatique aussi, mais ça sera pour la semaine prochaine. Vous aurez encore une fois ces deux vidéos là ce soir parce que cette semaine ça a été encore très compliqué. J'espère un jour avoir une semaine où je puisse vraiment bien gérer mes créneaux. Mais voilà, vous aurez ces deux vidéos là ce soir à suivre. Elles vont pas être trop longues donc je pense que ça devrait aller et je vais vous tourner tout de suite la suivante. Bon, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.